C'est l'élément micro qui est sollicité, oui, mais pas en exclusivité. Je souhaite la bienvenue à Corinna Müller-Rohr. Elle est directrice régionale Zurich-Saint-Gall-Schaffhouse de Swiss Medical Network Group et directrice de la clinique privée Bel Air et Lindbergh. Bonjour, professeur Michele Giannoni. Vous êtes président de la FNCH. Bonjour, monsieur Thomas Ruden. Vous êtes PDG, Espace Spital SA et membre SLH. Et par ordre alphabétique, en guise de conclusion, prima docent, Christophe Weber, vous êtes président de la Fédération suisse des médecins de réponse. Ce n'est pas seulement le micro-niveau qui nous intéresse, c'est plutôt le niveau des prestataires. Nous sommes sur la première ligne du front, ce n'est ni macro ni micro, c'est la première ligne du front. Et maintenant, nous sommes extrêmement curieux bien, de recevoir dans une première phase. Vous avez accusé réception de tous ces propos, d'une part quant au travail de la commission de la qualité et du contrat de qualité. Quelles sont vos réactions? Chance, risque, on avance du bureaucratisme? Y a-t-il des choses qui se développent? Y a-t-il des avantages qui en découlent? Michele, c'est à vous. Merci beaucoup. Eh bien, tout d'abord, il faut que je dise que pour moi, c'est un bon message de M. Jordi. M. Jordi, comme hier, notre président de la Confédération n'était pas trop exigeant pour l'objectif, pour ne pas rater le coche. Mais ce qui m'a fait défaut dans la première table ronde, c'était notamment les chiffres de la qualité. Et là, je parle par expérience propre parce que nous avons fait un registre de qualité en cardiologie, en chirurgie cardiologique. On a 18 jeux de la source au registre. Nous n'avions donc uniquement une bonne transmission dans 60% des cas. Donc, sans sauvegarde de qualité, c'est une chose impossible. 40% de ratés, c'est une chose extrêmement importante. Je pense que la qualité est surtout une posture, une attitude qu'on doit implanter dans le système du couvrement sanitaire. Voilà ce qui est important et c'est pourquoi il est indispensable que les personnels de notre système doivent être mis à contribution. C'est existentiel. Si A+ nous dit qu'on a fait un contrat et qu'on aimerait l'implanter dans la pratique, et je me dis, mais qui réglera la facture? La règle note sont les cantons, sont les assureurs. Que fait le médecin de famille qui doit reprendre cela? S'il a un cabinet médical, qui règle la note en guise de conclusion? La qualité, c'est OK, oui, mais il faut qu'elle s'avère payable. Et partout, c'est donc en quelque sorte le nœud gordien qu'il est difficile, voire impossible de trancher. Et chez toi, quelle réaction? Cela confirme tant et plus qu'on discute beaucoup de qualité, que c'est un sujet extrêmement large, mais qu'après coup, il est très difficile dans la clinique même de savoir qu'est-ce que je dois faire et dans quelles circonstances, qu'est-ce qui devient comparable, qui doit mettre le pied à l'étrier dans quelles circonstances, que va-t-on faire de ces chiffres? Faut-il peut-être aussi rabrouer d'aucuns si on fait de l'évaluation de telles données et par quoi, par où commencer? En application, cela deviendra très, très difficile. Et toujours la question qui se pose, qu'est-ce que nous résumons sous cette notion générique emblématique qui s'appelle qualité? Elle est comme notion très polysémique. Première réaction, à titre général, c'était assez intéressant et on voit un système, si on tend l'oreille, qui sous-tend le tout. Bien évidemment qu'on en est encore un peu dans les nues, n'est-ce pas? Donc, une grande abstractisation, guerre donc de possibilités d'application concrètes. Et j'ai aussi détecté quelques contradictions, voire quelques apourris quand il s'agira de passer de la théorie à la pratique. Dernier aporie, le volontariat, le bénévolat, on parlait de savoir et de devoir, mais qu'est-ce que ça signifie au-delà de ces notions très élastiques et au fond très nébuleuses? À titre général, toutefois, le fond de l'air est bon. Il y a une certaine compétition qualitative comme représentant
d'une institution. Je fais mienne cette ligne de conduite, mais il faut concrétiser, matérialiser. Nous avons encore beaucoup, on l'avait dit tout à l'heure, du pain sur la planche. Christophe Weber. C'est très bien qu'on discute de qualité et qu'on discute sans fausse émotion, mais de façon factuelle. C'est déjà un progrès en soi, car c'est très difficile. Par analogie à la dernière communication, j'ai essayé de compter le terme de qualité dans vos communications. Très souvent, j'ai saisi après deux notions, mais je n'ai entendu une seule fois l'exercice nécessaire. La qualité, c'est super, personne ne s'oppose à la bonne qualité, mais quand on sort en quelque sorte de la pénombre de l'abstraction, et si on dicte une certaine qualité qui n'est pas connectée à terre, eh bien c'est un exercice alors en quelque sorte forcé. Et beaucoup de mesures que nous avons implantées ou pas implantées, ce sont souvent des exercices forcés. D'une part, l'exercice, mais la qualité, c'est quelque chose qui plane sur les eaux en quelque sorte. Et il faudrait s'imbiber d'un esprit, je dirais, s'imbiber d'une attitude intérieure qu'on prenne soin de la qualité. À défaut, le tout sera une checklist où on coche ce qui conviendra. Une chose extrêmement banale, et il y a aussi des systèmes qui sont concurrentiels. Félix ne l'a-t-il pas dit? Contrat H+, quelques hôpitaux ont une certificat ISO, arrive le canton avec les hôpitaux listés en matière d'éléments qualitatifs qu'il faut remplir aussi. Il y a HSM qui véhicule aussi de tels éléments et tôt ou tard, on ne saura plus à quel sein se vouer, qui trop en bras ce mal-être. Qu'est-ce qui sous-tend le tout et ce qui me plairait, là je parle au conditionnel, c'est que si à part la compétition, la concurrence, pas seulement plus rapide, plus loin et plus élevé, tout le monde veut davantage d'extension, davantage de patients, mais on peut faire une compétition pour la qualité et non pas pour la masse, pour la volumétrie. Une compétitivité qualitative, premièrement, et deuxièmement, une espèce de hiérarchie des conditions. Qu'est-ce qui est véritablement important? La confédération, le canton, H+, ISO, qu'est-ce qui compte parmi tous ces éléments? Et à l'écran micro, il est extrêmement difficile de se fier à toutes ces exigences et à tous ces titulaires. Si on s'élance encore vers le domaine ambulatoire, c'est encore plus compliqué parce que là, il y a souvent de personnes qui cultivent les hommes splendides et il y a aussi le clochmerlisme cantonal et régional. Michele Ciannoni l'a dit, la qualité est une posture, une attitude. Il faut en imbiber les collaborateurs. Nos deux PDG hospitaux si présents, est-ce que vous partagez cette opinion? Est-ce que vous constatez que les personnes ne sont pas assez impliquées dans cette galère créatrice? Et si tel était le cas, que faut-il faire pour que les gens se sentent davantage impliqués et qu'ils retroussent leurs manches? Corina. Beaucoup de choses sont vécues par les collaboratrices, par les collaborateurs. La qualité, c'est du vécu, c'est du charnel, c'est du quotidien. Mais qu'est-ce que j'entends par notion de qualité si je fais une certaine activité? Et à vrai dire, ce que nous constatons, c'est la chose suivante. Si nous parlons d'annonces de CIRS, alors on reçoit beaucoup d'éléments de CIRS et si on n'en parle pas, eh bien, ces inscriptions ou ces annonces seraient tristes comme une peau de chagrin. Il faut donc beaucoup de discussions, beaucoup de débats, beaucoup d'explications. Les personnels doivent savoir pourquoi ils doivent s'adonner à ce genre d'exercice. Donc, pourquoi? Eh bien, je mise sur la qualité. Pourquoi dois-je documenter de façon quasi archivistique la qualité? Cela exige là aussi l'élémentaire vertu de la communication. Il n'y a rien qui bouge ni ne mousse sans communication en gestion de la qualité. Christophe Weber parlait de tous ces portails. Est-ce que vous vous sentez suradministré dans les hôpitaux? Y a-t-il un acharnement thérapeutique en administration? En hésitant, je dis oui, on est dépassé parfois. Si nous regardons la totalité de ces aspects que tu viens d'énumérer, j'ai besoin de quelqu'un qui, en quelque sorte, me prenne par la main, sinon je ne me retrouve plus dans ces méandres. Il me faut donc un Cicérone qui me permette de naviguer à travers ces méandres.
Et après tout, il y a quand même un impératif catégorique. Il faudra faire ceci, il faudra le documenter. Sinon, je ne peux pas donc faire quoi que ce soit. Thomas Rudin, comment voyez-vous les choses auprès des collaborateurs en corporation? C'est donc l'abécédaire. J'ai tendu bien l'oreille, aussi auprès des communications ou auprès des contributions des tables rondes. Eh bien, je dirais il faut faire une fixation à terre. Comment toutes ces idées, je peux les faire atterrir ou les implanter, les rendre compréhensibles, intelligibles à nos personnels, car il y a pléthore d'informations. Donc, il faut une connexion à terre et de la part des associations, peut-être aussi d'autres prestataires, il y aura certaines choses qu'on pourra reprendre pour faire une bonne communication, pour décliner ces nécessités. L'administration, la bureaucratie. Eh bien, je pense que nous avons un bureaucratisme qu'il faudra donc davantage simplifier, rendre plus svelte, regrouper certaines choses. Si on immerge dans le monde des hôpitaux, eh bien, je découvert donc une parloi où vous avez beaucoup de certificats, tout ce que nous avons pour briller dans notre excellence. Et comment vais-je expliquer cela à nos personnels? À quoi rime ton travail? À quoi t'as-t-elle pu? Tu rentres à domicile et demain, on aura donc la première audition, je ne dis pas laquelle. Donc, on travaille pour une audition, mais ce n'est pas intégré dans l'affaire quotidienne. Cette espèce de compression de qualité devrait nous innerver et ne devrait pas seulement être marquée par des dates butoirs à respecter pour atteindre tel et tel but. Demain, il n'y aura pas d'audition et c'est là, j'ai pu le dire, si telle était votre crainte, mais la bureaucratie, l'administration, le carcan de servitude, comme disent d'aucuns, c'est une chape de plomb et il faut donc être plus utile, plus opératoire sans faire davantage de pragmatisme. J'aimerais donc m'adresser maintenant donc au côté médical. Madame disait tout à l'heure, qui peut-on rabrouer par le biais de cette assurance qualité? On dit, ma foi, le corps médical, ils ont pas un très grand intérêt pour la transparence, ils veulent travailler, ne veulent pas se faire comparer. Ce sont tous des roitelets, des principules. C'est ce qu'on dit, c'est pas ce que je pense. Et on sait qu'il y a donc toujours entre les médecins responsables et les hôpitaux, comment va-t-on gérer la qualité? Donc, comment faut-il pulvériser ce préjugé que les médecins ne veulent pas une transparence de qualité? Peut-on donc en finir avec ce mythe? La réponse est tout à fait simple. Si je regarde les innovations de ces dernières années dans la médecine, eh bien, ce n'est pas le progrès technique, mais c'est notamment donc cette focalisation interdisciplinaire qui est importante. Donc, on s'est spécialisé, on n'a pas la vue synoptique de toutes les espèces, de toutes les catégories. Les médecins travaillent ensemble dans des équipes, dans des galères. Dans l'Oncobor, par exemple, il y a pléthore d'institutions qui font cela, qui le procès-verbalisent et qui, par ce protocole, améliorent leur qualité. On fait énormément de choses créatrices et nouvelles. Ça, c'est le niveau des médecins. Et si en Suisse, nous parlons qualité, eh bien, nous devons, comme la commission de qualité qui a mis 3 ans pour se développer, nous devons savoir pourquoi avons-nous autant de projets différents. Chaque hôpital inventant la roue, plutôt que de dire, eh bien, nous réintégrons le CIRS, nous l'avons déjà tous, il est en notre possession. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Pourquoi dois-je faire un compte-rendu? Est-ce que j'ai une lacune à combler? J'ai une quittance aussi. Est-ce que nous avons une scientifique randomisée quant au CIRS? Non, on ne l'a toujours pas. Telles seraient les questions qui se poseraient dans un premier temps et de la façon la plus urgente pour savoir est-ce que c'est une question d'attitude qu'il faut changer? Il faut aussi du courage. Il faut de courage, personne aime changer. Mais avoir une ouverture pour la transparence, bien sûr. À Zurich, je peux vous dire, dans la chirurgie cardiologique, eh bien, nous avons réussi que nous sommes sur la
liste de l'hôpital avec le registre. Donc, chaque année, les 4 cliniques qui sont des sites listés discutent avec la direction de la santé publique et regardent les chiffres en toute ouverture et sans embâge. A-t-on peur de la transparence? Je ne pense pas qu'une personne qui, de façon responsable et aussi avec sa tête et ses tripes, fait son job, il n'aura pas peur de la transparence. Et je crois que le corps médical est un peu en train d'afficher des réserves, je le dis poliment, vis-à-vis de ces mesures de qualité parce que leur sens ne coule pas de source. CIR, c'est un bon exemple, c'est longtemps qu'on a ce logiciel depuis des décennies, mais par quoi cela se traduit-il? Eh bien, fait donc défaut là aussi en quelque sorte un résultat transparent. On a un système, mais qu'en est-il de son impact? Changer de mentalité, changer de posture, eh bien, cela exige qu'on discute sans embâge, en toute ouverture de telles choses, sans que quelqu'un devra composer avec des conséquences négatives. Et c'est donc en quelque sorte la grande différence de mentalité entre la tradition anglo-saxonne. Il y a longtemps que je l'ai vécu quand j'étais étudiant, puis on disait toujours à l'époque, eh bien, quelqu'un qui n'a pas de complications, eh bien, pense que tous les autres ne sont que des imbéciles. Il y a des statistiques de décès, il y a tout le tralala. En Suisse, eh bien, si quelqu'un discute professionnellement de ses compétences, c'est bien que c'est l'idiot du village. Et ce n'est pas une sinécure, plutôt une gageure qu'une sinécure, parce qu'on n'est pas seul, mais on est dans un contexte ambiant et on est aussi confronté à une opinion publique qui ne tolère pas d'erreurs. Et l'hôpital aussi n'aime pas les erreurs. Et je me souviens de certaines choses quand j'étais en Allemagne, cela remonte aussi pour les DRG quand on les a vus introduits il y a une vingtaine d'années. Eh bien, on a aussi fait des statistiques de cas mortels qu'on a publiés. Alors, grosse manchette dans un grand journal à caniveau, clinique universitaire. Eh bien, à Munich, ils sont en quelque sorte 2 fois plus à mourir que dans une autre ville. Oui, mais on avait des patients beaucoup plus compliqués. Mais c'était délétère pour notre image. On a longtemps mis pour redorer notre blason. Donc, par d'autres exemples, on n'a pas beaucoup d'acceptabilité ou d'acceptation. Et personne, évidemment, adore faire la kyrielle de ces complications. Aucun médecin, eh bien, aimerait constater que son patient ne va pas bien. Mais force est de constater que dans les circonstances présentes, on n'a pas d'incitation eh bien, d'améliorer sa qualité parce que nous n'avons pas de compétition en matière de qualité. On a un concours pour la volumétrie, pour de nouveaux bâtiments, pour de beaux décors, pour des grands hôpitaux. Tout, mais qu'on dise, il faudrait une concurrence pour la meilleure des qualités, ce qui justifie aussi le prix. Cela, hélas, est tout à fait rarissime, voire inexistant. Ce serait pourtant uniquement à ce prix-là qu'on pourrait changer la mentalité, et c'est une tâche culturellement extrêmement difficile. Je ne désespère pas qu'il y ait quelques lueurs à la fin du tunnel. Retour à notre BDG, on a parlé de CIRS, tu l'avais aussi, de temps à autre on en parle, ensuite on est en train de sombrer dans les ténèbres. Est-ce qu'on fait de l'art pour l'art, est-on des parnassiens, ou est-ce qu'on ne met pas à contribution le potentiel de ce bon tool? Y a-t-il des messages à retenir dans les hôpitaux? A-t-on peut-être même le courage? Eh bien, de dire, bah, écoutez, vous ne remplacez plus les niveaux de la qualité, vous ne pouvez plus faire vos opérations dans nos blocs opératoires. Qu'en est-il de l'application? Dans notre système médical, c'est encore un peu autre chose avec les médecins répondants. Nous essayons de faire en sorte que les médecins indiquent des inscriptions CIRS, c'est une obligation qu'on leur fait, mais cela est délégué aux collaborateurs médicaux ou paramédicaux. Et comment veux-je atteindre les mesures concernées pour appliquer les mesures que CIRS nous propose? Donc, dans notre système des médecins répondants, il faudra d'autres solutions, d'autres systèmes pour mettre le grappin sur ces mesures CIRS et pour communiquer les mesures. Si j'analyse l'évolution de ces messages CIRS au fil de ces dernières années, nous pouvons dire que l'importance d'un tel message, d'une telle communication n'a cessé de grandir.
Et la communication, nous l'instruisons, nous faisons des filières de formation. Et si j'extrapole un collaborateur, je ne suis pas sûr si véritablement il peut m'expliquer ce que c'est CIRS. Donc un besoin d'éclairage. Thomas, je peux faire mienne la plupart des argumentations. Je conçois aussi à d'autres titres et fonctions différentes cliniques qui ont différents systèmes et les comptes rendus qui en résultent, eh bien, comme il fallait bien s'y attendre, sont tout à fait disparates aussi, protéiformes. Notre canton a fait l'état, avait dit un rapport, vous êtes trop exhaustif, réduisez votre volumétrie. Donc, on est très fortement tributaire de la clinique, de l'institution, du site aussi des individus. Qu'est-ce qu'on en fait de ces messages et de ces propositions? Très important dans notre clinique, peut-être c'est représentatif, peut-être pas, je ne sais pas, mais chez nous, auprès du corps médical, nous avons la plus grande résistance qui se déploie et qui se manifeste. Donc on en parle, on en papote, on saisit un peu plus et trois petits tours et puis s'en vont, comme les marionnettes. En guise de conclusion, il n'y a pas de progrès. Des critères plus durs, eh bien, cela doit être valable pour le corps médical comme pour les autres sujets de qualité. Il faut que nous ayons des critères plus clairs, plus univoques de ce qui doit être repris et de ce à quoi nous pouvons renoncer pour faire une bonne restitution des résultats. Et par la suite, les sanctions seraient encore un autre sujet. Je reste auprès de vous deux PDG. Christophe Weber, quant à lui, parlait de la compétitivité, de la qualité. Je l'ai mentionné dans mon laïus d'introduction. Il y a des voix qui revendiquent la fermeture d'une centaine d'hôpitaux, mais on ne peut pas seulement verrouiller la porte, on peut faire un concours de qualité. Est-ce que vous êtes pour, avec le risque que cela pourrait entraîner des conséquences négatives dans la compétition? La brise n'est pas seulement fraîche, elle est parfois glaciale. Il faut qu'il y ait donc un concours de qualité et il faut que cela devienne comparable aussi pour les hôpitaux. À défaut, nous ne pouvons pas du tout utiliser de façon opératoire ces critères de qualité. Et il n'est pas question ici, donc, d'une commission chez Migros, chez Coop, non, avec le patient, et nous sommes confrontés à des destins humains. Il s'agit de patients, il s'agit de leur sort, souvent de leur vie. Donc, il faut qu'il y ait un concours. C'est à celui qui est en meilleure posture et qui dégainera le plus rapidement pour trouver des solutions, n'aura pas peur de la compétitivité. Et sans doute, faut-il dire qu'il y aura des cliniques, ça et là, qui auront leur spécialité. Il y aura donc une intercomplémentarité entre les différents sites et que le patient décide alors à quelle clinique il confiera sa souffrance avec opération au bout du rouleau. Chaque patient, avec son verbatim, avec son narratif, est unique en son genre. Et peut-être le cas est-il tellement individuel qu'il faudra toujours choisir les bonnes limites. Toujours le concours de mon côté, eh bien, nous sommes pour les couleurs du concours et de la compétitivité pour la qualité, mais il y a toujours un bémol qui nous fait trébucher. Il faut que les critères soient clairement attribués. Sinon, c'est donc en quelque sorte ce qui sera ou ceux qui seront avides, sensationnels de graveleux qui obtiendront la palme. Donc, il faut des critères très clairs, objectivables et objectifs. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est une bonne qualité? Donc, il faut que nous ayons des données randomisées qu'on peut restituer, qu'on peut aussi déclarer de façon très transparente. On devra pouvoir s'en servir, sinon on n'aura pas un bon concours, style néolibéral. Autre mot-clé comme protection des données, tout cela rend pas mal de choses impossibles ou pour le moins difficilement réalisables de procéder vers cette évaluation qui sera indispensable pour faire un bon concours.
Michele Zanoni, oui, il faut de la compétitivité, c'est extrêmement important, mais comme vous l'aviez dit, il faut donc des critères objectivables, qualitativement au-dessus de tout soupçon, randomisés. En Suisse, nous avons aussi une statistique de mortalité de l'office compétent d'après les risques, l'âge et le genre, mais comment les interpréter? Il faut le spécialiste qui peut objectiver ces données et c'est ce qui a de déterminant qu'on fasse ce travail d'objectivation. Quant à savoir si on le fait donc pour tous les hôpitaux, système américain, c'était très simple. Comme cardiologue, chirurgien de la cardiologie, tu n'opérais pas les cas délicats, tu dois en opérer moins, on a une mortalité qui baisse. Ce n'est pas notre sens, hein. Et le patient, quant à lui, on l'a dit à travers les différents préopinants, on a normalement son médecin de ville, son médecin de famille à qui on fait confiance et à travers le médecin de famille, on se fait attribuer auprès d'une personne ou d'une institution qui va faire un travail à cette bonne facture. Est-ce que c'est toujours le meilleur? Je ne sais pas. Mais donc, la base de la confiance est tellement déterminante, on est en quelque sorte le coach, l'animateur du patient, et cela, on ne peut pas uniquement le réduire à des chiffres ou à des mesures, c'est un autre niveau, mais qui, pour la bonité de la médecine, sera existentielle et déterminante. On avait saisi Broms, j'avais toujours eu les pires des Broms. Pourquoi? Mais parce que je disais aux patients, remplis cela. Et mes collègues disaient, tu étais content, ça a bien marché? Eh bien voilà, merci, patron. Et j'avais toujours donc les Broms les plus affreux qui fussent, et nous avons discuté de cela, ben, c'était extrêmement difficile pour beaucoup de personnes, et bien que le patient ne le dit pas, mais donc coche ce qui lui convient, c'est-à-dire où il n'est pas content. On n'aime pas être des perdants, les médecins comme tous les autres. Il faut assumer cela et ils font surmonter, je dirais, cette aporie, cette embûche pour aspirer à une mentalité. Moi, je viens d'une famille de sportifs. Après chaque match perdu ou match gagné, l'entraîneur dit toujours qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, sur quoi faut-il travailler et la médecine devrait le faire aussi. Si vous connaissez ce nom, Michele Paccioni, son fils, est donc le gardien de l'équipe nationale hockey sur glace, sont devenus vice-champions mondiaux. Un illustre nom. Question subsidiaire de compréhension à Mekele. Le concours de la qualité, Félix Chenoni l'a dit dans l'autre table ronde, cela pourrait donc aussi impacter la totalité du traitement de la chose au niveau cantonal. On pourrait, par exemple, gérer la compétitivité de la qualité. Uniquement la bonne qualité peut facturer les prestations. Ce serait le but final, oui. Je suis personnellement contre une réduction uniquement de la volumétrie des chiffres. Qu'on se fixe en quelque sorte sur des institutions. Non, il faut se focaliser, se brancher sur la qualité. Il faut laisser ouvert ce système afin que je puisse en tenir compte quand il y a de nouvelles composantes qui s'annoncent. Christophe Weber, vous avez lancé la question. J'aimerais vous confronter à la même question de tout à l'heure. Est-ce que un concours de qualité pourrait gérer la stratégie des admissions? Je ne suis pas un politicien cantonal. Eh bien, normalement, nous avons le système libéral, on n'a pas besoin de gestion d'admission. Le canton détermine donc les conditions cadres comme la police du feu. Fait attention qu'il n'y ait pas des criminels incendiaires qui aimeraient donc foutre le feu à nos boîtes, les filtres si c'est nécessaire et que les gens décident comment la qualité se fait. Mais c'est difficile quand même parce que la réalité en Suisse est autre. Michele évoquait tout à l'heure le médecin de famille, tant mieux s'il existe. Sur ces entrefaites, parmi les temps qui courent, ces médecins de famille indépendants sont rabroués par des organisations qui, par exemple, dépendent de groupes multinationaux qui ont donc des éléments lucratifs, qui ont un système preferred provider. Je suis donc oncologue, j'ai donc la priorité qualitative et, et c'est moi qui reçois tous les mandats. On vend
Patient comme quoi c'est le meilleur de ceux qu'on travaille, ça peut être le cas, mais pas forcément. On est toujours content qu'on est listé comme médecin. Donc, il y a trop d'impact, d'influençabilité pour laisser une libre compétition déployer ses effets. Mais je crois, avant même qu'on ne fasse une telle chose, il faut avoir une base de données randomisée extrêmement solide. À défaut, ce serait un séminaire de philosophie ou d'étymologie. Nous discutons des heures et des heures sans données. On est en stabulation libre. En partie, les bases de données existent, en partie, elles n'existent pas au guerre. Et si on veut se baser toujours sur des données qualitatives pour prendre des décisions, cette qualité doit être au-dessus de tout soupçon. Et comment on compte le faire, je ne le sais pas, mais c'en serait la base. Nous passons à la dernière question et j'implore des réponses très claires. Où le développement de la qualité en sera-t-elle d'ici 5 ans? Mais qu'elles aillent plus loin que maintenant. On parle bien plus de qualité et quand on parle, normalement, on fait les choses et qui beaucoup parle s'inscrit aussi dans la conscience des personnes, mais on a besoin de l'argent. On n'a rien sans peur et sans argent. Où sommes-nous d'ici 30 ans? Je pose comme cas, ce contrat est valable pendant 3 ans. Et où en sera-t-on? Et 3 ans est donc une période extrêmement brève pour faire quelque chose. Si je vois où nous avons marqué le coup d'envoi et où nous en sommes, eh bien, il y a encore quand même pas mal de bouffées d'oxygène là aussi. Nous sommes encore au stade quasi embryonnaire, jusqu'à ce que véritablement nous ayons surmonté les frontières cantonales, la protection des données, les patients, les médecins, tous des éléments qu'il faudrait faire ramer dans la galère. Cela prendra pas mal de temps. Je suis plein de confiance que nous avons sauté le pas, que ce soit 3 ou 5 ans, ne m'importe guère, mais nous avons sauté le pas pendant ce temps-là qui fait l'objet de votre question. Il est important que cela se fasse dans une action de concertation. Tous les participants, tous les titulaires, tous les bénéficiaires doivent avoir une envie d'agir en collectif pour tenir compte des différents intérêts et pour ne pas se faire monter les uns contre les autres. Le tout dernier mot, Christophe Weber. Non, non, c'est Monsieur le préposé qui aura le mot de la fin. C'est le privilège propre à l'animateur. D'ici 5 ans, non seulement on aura une meilleure qualité, mais on aura une médecine complètement différente parce que nouvelle génération de médecins petit à petit abandonnent les universités et se branchent sur la vie de tous les jours aussi. Vous discutez avec les étudiants, les assistants, c'est une autre génération par rapport à la nôtre et cela va entraîner pas mal de changements. Et avec Félix, je dis que la technologie va nous sauver. L'intelligence artificielle, autres mesures sont bien plus rapides que nous ne pouvons le discuter chez nous dans tout notre oratoire. Il est bien possible qu'on devra discuter d'autres choses puisque l'algorithme l'aura voulu. Applaudissements pour cette table ronde haut de gamme. Mesdames et messieurs,